Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui on vous parle d'émotion et on vous parle aussi de reconnaissance dans un miroir, mon beau miroir. Est-ce que je serai le plus beau ? Eh ben on va le savoir. Comment ça va Sophie ? Ah bah très bien, et toi ? Chaudement j'ai envie de dire ? Chaudement, absolument, il fait très chaud aujourd'hui. En même temps, ça fait assez longtemps que j'ai pas prononcé cette phrase et c'est une bonne chose que je n'ai pas prononcé cette phrase depuis longtemps. Qu'il fasse effectivement chaud. Ça change ? Ah, oui, ça change. Enfin, faudrait pas trop que ça change non plus, mais Jamais content, hein, c'est incroyable. je suis français, c'est pour ça. Les C'est Français normal. ne sont jamais contents. C'est normal. Mais si, je suis content parce qu'on va parler aujourd'hui de plein de trucs. Tu vas nous parler de quoi du coup aujourd'hui ? Eh ben moi je vais vous parler des poules. Parce que il y a plein de sujets sur les poules à chaque fois. Évidemment, hein, c'est un organisme modèle. Et du coup, on va parler des poules et des émotions. Parce que oui, les poules ont des émotions. Attention, Incroyable. newsflash. Incroyable. Et moi, du coup, je vais parler de Roitelet UP. Oui. Et je vais démarrer cet épisode. Vas-y, je t'en prie. Puisque mon anecdote cette semaine est que la municipalité de Ringwood demande à ses habitants de se garer autre part que dans la réserve de Glenwood. La raison, les roitelets s'épuisent à attaquer les rétroviseurs des voitures. Oh, bah alors. Incroyable, hein ? Ah oui. Donc du coup, la municipalité a accroché un panneau sur une aubépine qui était située aux abords de la réserve, Ouais. exhortant les conducteurs à éviter de se garer temporairement dans la zone. D'accord. Et il y a John Combe, qui est photographe, qui disait que l'aubépine à côté de la voiture garée fait partie du territoire de l'oiseau, puisque oui, effectivement, les roitelets ont un territoire, et ce territoire est effectivement constitué d'arbres, et notamment d'aubépines dans cette réserve. Et lorsque ces oiseaux voient leur reflet dans la vitre ou les panneaux de la carrosserie, ils prennent, en réalité, ce reflet pour un compétiteur. Oh. Simplement. Mais alors c'est les mâles uniquement ou c'est les femelles aussi ? Et non, c'est les deux. Ah, c'est les deux. On a des mâles et des femelles. Et le véritable problème qu'on a, c'est que, à force d'attaquer leurs reflets, les oiseaux s'épuisent et ça les empêche de construire leur nid et ça met en péril la nidification des oiseaux. Oh mince, ah oui. Ah, c'est et un les gros oiseaux problème. C'est un très gros problème. Et les oiseaux étaient tellement concentrés sur attaquer les rétroviseurs des voitures et sur les carrosseries que lorsque John Combe prenait des photos à seulement quelques mètres d'eux, les roitelets ne voyaient absolument pas l'observateur, le photographe dans leur ligne de mire. Et ben... Donc voilà, alors c'est un comportement évidemment qui est très très provisoire bien sûr, hein, le temps que la période de nidification se termine, en tout cas la construction du nid se termine. Mm-hmm. Mais ça montre en exemple un phénomène qu'on voit très souvent et que les gens décrivent beaucoup de ces oiseaux qui attaquent leurs propres reflets. Oui. C'est le cas notamment dans les rétros de voitures, mais pas que. On a parfois des oiseaux qui piquent à la fenêtre, soit parce que justement ils ont vu leur reflet, ils croient que c'est un adversaire, soit c'est pour demander à manger, parce qu'il y a certains oiseaux qui tapent au carreau des fenêtres, parce qu'ils savent très bien que vous allez leur donner à manger. Et donc, en tapant au carreau des fenêtres, ils font « Eh oh, au fait, miam miam, hein, j'ai faim !» Eps, j'existe. Exactement. Tout ça nous permet de parler du test du miroir, Sophie. Ben oui. Mais alors, qu'en est-il de ce fameux test ? C'est assez intéressant, parce que on parlait souvent du test de miroir comme permettant en fait de catégoriser les oiseaux, entre guillemets, les plus intelligents, parce qu'ils ont connaissance de soi, connaissance d'eux. Le principe il est très simple, vous avez un oiseau, vous lui collez une petite gommette de couleur sur le plumage, et l'objectif est de voir si l'oiseau, en voyant son reflet dans le miroir, retire cette gommette. S'il la retire pas, on considère que l'oiseau a échoué le test, si il la retire, on considère que l'oiseau est super intelligent et on fait un gros article scientifique sur lui. Et surtout on classe dans la catégorie des dauphins et des éléphants. Exactement. Donc seul la pie et le pigeon ont réussi le test, mais on a quand même quelques grosses surprises avec les perroquets, les choucas et les corbeaux-freux qui ont échoué ce test-là. Et c'est assez intéressant parce que on a fait un test sur la poule.
justement, pour savoir si la poule était capable de pouvoir reconnaître tout ça. Et ça a été une étude qui est parue l'année dernière dans le New Scientist. Et ils ont déterminé que les poulets étaient capables de reconnaître leur reflet comme étant le leur par une méthode qui est assez différente finalement de celle qui est utilisée habituellement. Parce que l'un des problèmes du test d'autoreconnaissance, et ça a été vu dans une étude qui était sur le choucas des tours, un des oiseaux qui a échoué le test. D'ailleurs, quand les oiseaux échouent le test, les résumés des études, c'est le choucas a échoué le test du miroir. Point. C'est vraiment très très peu dans les détails. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que le véritable souci, c'est que on collait parfois ces petites gommettes à des endroits très stratégiques pour les oiseaux, comme notamment la gorge. Et certains scientifiques pensaient qu'on pouvait avoir des résultats qui étaient artefactuels parce que justement les oiseaux pouvaient sentir ces gommettes-là au lieu juste de les voir. Et donc ils ont Manuel Soler, qui a été l'un des premiers à justement un peu décider de réviser cette histoire en 2014, a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Et dans cette étude de 2023 de New Scientist, on reprend cette information en disant que le paradigme produit souvent des résultats faussement négatifs et risque de dichotomiser une transition évolutive progressive de la reconnaissance de soi. Donc, grosso modo, le test du miroir, on est en train petit à petit de le refaire parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a pas mal de biais en réalité. Exactement. Parce que quand même, si un pigeon est capable de se reconnaître dans le miroir, j'aurais tendance à penser qu'un corbeau freux ou qu'un choucas serait tout à fait capable de faire la même chose. Mais voilà, une étude assez intéressante, plutôt un ensemble d'études assez intéressant, puisqu'on on sacralise un peu le test du miroir en disant que c'est l'un des tests les plus remarquables pour justement classer les animaux en les considérant très intelligents. Et on se rend compte finalement que ça se trouve notre expérience depuis 10-15 ans a de véritables biais, puisque je crois que le premier test sur la pie il est 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même des tests qui sont quand même assez anciens. Peut-être même des tests encore plus anciens que ça, mais je crois que c'est 2008 pour la pie bavarde, où vraiment on a été les grands surpris à se dire oh là là, les pies sont capables de se reconnaître dans un miroir, elles ont une conscience de soi, nanani nanana. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir un petit peu tout ça. Et tu sais donc que... si vous... Oui ? Pardon, je disais juste que tu sais que les chiens aussi échouent au test du miroir. Et en fait, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les scientifiques se posent la question aussi, est-ce qu'ils échouent parce que, ils sont crétins, tout simplement, ou est-ce qu'ils échouent parce que ils ont tellement l'habitude qu'on leur colle des tas de trucs sur la tronche, que ce soit des laisses, que ce soit des harnais, que ce soit des manteaux ou des papates des fois, parce qu'on leur met des petites chaussures aussi ou des trucs comme ça, une gommette de plus ou de moins, j'ai envie de dire. C'est vrai. Donc ils se posent des questions en fait, est-ce que le test est vraiment approprié pour ce genre d'espèce? Et dans le cas de certains oiseaux, alors certes la vue est un paramètre sacrément important pour beaucoup d'espèces, mais peut-être que certaines espèces ont justement pas forcément de problème avec un changement de coloration eux-mêmes. Oui, c'est ça. Parce qu'on connaît pas mal d'oiseaux leucistiques, par exemple le merle, le merle noir qu'on connaît très bien, est particulièrement atteint de leucisme très régulièrement et ça l'empêche pas de se reproduire. Donc ma foi, peut-être que ça a pas tant d'intérêt que ça, tant que les zones qui sont vraiment importantes pour la signalétique de l'oiseau vis-à-vis de ses congénères ne sont pas impactées. Alors pour revenir au test, pas pour le test du reflet, mais en tout cas le cas du roitelet huppé, si jamais vous avez ce genre de problème avec un oiseau, vous pouvez juste recouvrir votre rétroviseur notamment, ou juste votre carrosserie par juste quelque chose pour couvrir l'oiseau, pour couvrir le passage incriminé, donc un journal, un tissu, voilà, juste pour faire en sorte que l'oiseau ne s'attaque plus du tout au reflet, parce que les oiseaux peuvent se blesser en s'attaquant à ses propres reflets, ce qui peut être particulièrement ennuyeux. Exactement. Donc voilà, petite étude et petite information concernant les oiseaux qui attaquent leurs reflets dans les rétroviseurs. Souvent les gens nous disent on a des oiseaux, ils s'attaquent aux reflets. Oui, c'est normal, c'est documenté
très régulièrement, et si vous n'avez pas justement connaissance de pourquoi, eh bien maintenant vous le savez. Attention. Mais alors, est-ce qu'ils attaquent? Parce que moi je sais que aussi souvent on pose la question pour les fenêtres, parce que tu sais, il y a les fenêtres des maisons, où il y a pas mal d'oiseaux qui en période de repos, ils voient un congénère ou quelque chose qui serait un peu dangereux, essayer de venir choper le territoire. Et du coup ils ont tendance à s'attaquer aux fenêtres, et parfois même à rentrer dans les fenêtres, donc on entend des booms, et l'oiseau est pas en forme, étalé sur le sol. Du coup... il y a des solutions pour ça aussi, si vous avez ce problème-là à la maison, n'hésitez pas. Il y a des sortes de stickers qui peuvent se mettre sur les fenêtres pour empêcher ce genre de choses, qui permettent donc à l'oiseau de voir que c'est pas juste un reflet, enfin si, justement c'est pas un oiseau, c'est juste un reflet, ou c'est... Alors, rappelle-toi Sophie qu'on avait déjà discuté de ça dans le courrier de la Sterne, et une des études disait que ce genre de choses était inefficace. Alors uniquement si on les sépare trop, en fait. C'est-à-dire que... Ouais, alors je crois il me semble qu'on l'avait évoqué aussi, il y a une distance en fait entre les motifs qu'il faut respecter. Et effectivement, si tu les mets trop éloignés les uns des autres, ça ne fonctionne pas, t'as raison de le préciser. Mais si tu les mets suffisamment rapprochés, normalement, ça marche. Donc c'est des sortes de grilles, des trucs comme ça qu'il faut mettre. Alors c'est souvent des motifs qui sont... Il y en a certains d'ailleurs qui sont invisibles à l'œil humain, hein. On part sur des trucs UV. Mais si vous souhaitez le faire, en tout cas, renseignez-vous effectivement sur le type de motif à utiliser. Il y en a qui sont efficaces et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc tu as raison de le préciser. On avait parlé effectivement de ces tests UV qui étaient réalisés notamment par des grandes entreprises qui justement avaient notamment réalisé des essais sur des panneaux publicitaires d'arrêt de bus parce que les oiseaux double peine pour le coup, parce que on n'est pas juste une vitre, on en a deux, mais le problème c'est que c'est une continuité qui est assurée, c'est pas juste un reflet. Donc les oiseaux ont très facilement la possibilité de se prendre dedans, et on avait justement parlé de tout ça. Exactement. Tu nous mettras le numéro de l'épisode en dessous? C'est le 38, je crois, quelque chose comme ça, donc ça fait... Oula, ça fait longtemps. Mais oui, du coup, n'hésitez pas, les stickers UV, c'est généralement les plus efficaces. Et ils sont, vu qu'ils sont UV, en fait, ils peuvent vraiment en mettre, couvrir quasiment toute la vitre, et c'est ce qui rend le truc le plus efficace, et pour vous, ça ne change rien au niveau de la vision. Donc c'est encore exactement, mieux. Puisqu'on rappelle que les oiseaux ne voient pas forcément la même chose que nous. Voilà. Eux voient les ultraviolets que nous ne voyons pas. Par contre, est-ce que on peut voir les émotions des poules? Intéressant ça. Oui. La réponse est oui, on peut terminer l'épisode là-dessus si tu veux, direct. Merci à tous d'être venus. Non mais c'est bien d'avoir une réponse claire et précise comme ça, c'est concis, moi je trouve ça bien, non? Alors du coup... alors au niveau des poules, alors c'est une petite étude, hein, on est plus sur de l'anecdote qu'autre chose, mais je trouvais ça assez amusant parce que souvent on nous pose la question, est-ce que les animaux ont des émotions, comment ça fonctionne tout ça, mon chien il est heureux, mon chien il est triste, mon chien ça va pas, etc. etc. Mais comment est-ce qu'on le voit tout ça en fait? Est-ce que ça se voit sur les oiseaux déjà? Est-ce qu'il y a des émotions? Parce que bon, le chien, encore, c'est un mammifère, on a l'habitude, on se dit que peut-être on arrive à décoder un peu plus facilement, mais si c'est pas si simple que ça, hein. Mais pour les oiseaux, on fait comment? Alors du coup, c'est des chercheurs qui se sont posé la question, là dernièrement, ils ont publié un article dans PLOS ONE, et en plus c'est vachement bien parce que c'est en open access, donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça date du 24 juillet dernier, et ça a été publié par des collègues français. De l'INRA et du fantastique, CNRS. Cocorico. Et voilà, Cocorico pour des poules, je trouve ça top. Je t'ai même pas fait exprès. N'est-ce pas? Et du coup donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié des poules, hein. Jusque-là tout va bien, hein, Gallus, hein, poule domestique. De deux races différentes, je sais plus exactement laquelle, il y avait 18 poules au total dans leur étude, hein, quand même, on est sur un bon petit échantillon, mine de rien. Et ils ont filmé les poules. Alors ils les ont pas mis sur Instagram, mais en l'occurrence ils ont regardé notamment la face, donc la tête de la poule,
et ils ont essayé de les filmer pendant plusieurs actions pour voir un petit peu est-ce que leur réaction à ces actions était visible en quelque sorte sur la tête de l'animal. Donc par exemple lorsque l'oiseau était capturé ou tenu par un humain, ou alors lorsqu'il était lorsqu'on lui donnait un morceau de nourriture, une petite récompense, une petite gâterie, un machin comme ça. Voilà. Donc on essayait de voir s'il y avait des émotions, si l'oiseau y répondait d'une certaine manière, en bougeant un peu les plumes, en faisant quelque chose peut-être d'un peu différent, s'il y avait moyen de trouver des actions qui se répercutaient en fait sur tous les animaux, pour savoir si c'était quelque chose d'assez normal chez eux, une sorte de langage corporel que nous ne serions pas à même de décoder nous-mêmes en tant que mammifères, mais que les oiseaux entre eux pourraient tout à fait interpréter sans problème. Alors ils ont filmé tout ça, et ils ont analysé. Et alors ça leur a pris un peu de temps parce qu'ils ont analysé la position de toutes les plumes sur la tête, c'est quand même pas mal. Incroyable. Mais aussi la couleur de la peau qui était exposée, parce que vous savez que sur, notamment sur le faciès d'une poule, vous avez des zones de peau nues qui sont exposées. Ah oui. Et ces zones de peau nues, eh ben, elles sont capables de changer de couleur, notamment à cause de l'irrigation par les vaisseaux sanguins. Voilà, et qui leur donne une couleur plus rose, orangée, voire même rouge dans certains cas. Et cette irrigation, en fonction de la quantité d'irrigation donc que la poule dirige vers cette zone de peau nue, et ben on a une couleur qui est plus ou moins prononcée. Alors qu'est-ce qui se passe? Et ben en l'occurrence, on est tout à fait capable de noter des changements sur la position des plumes et sur la coloration de ces zones de peau nue chez la poule en fonction des différents paramètres autour d'eux, en fonction des situations. Donc par exemple, la peau de nue que l'on peut voir donc sur ces poules, elle peut varier en couleur lorsque la poule est très excitée, très énervée par quelque chose, et dans ce cas-là, ça va tourner au rouge brique, ou alors que au contraire, elle est assez contente, assez heureuse de quelque chose, on va être sur une coloration un peu plus pâle, mais une coloration qui change quand même. Ok. Et on peut aussi avoir une coloration qui va être assez franche lorsque la poule est très énervée mais pas contente, pour le coup. Donc là aussi on a de l'excitation, beaucoup de vaisseaux sanguins qui sont certainement le rythme cardiaque qui s'accélère ou quelque chose comme ça, et du coup l'irrigation se fait un peu plus fortement dans ces zones-là. Ils sont pas encore allés jusque-là, mais bon c'est une des hypothèses, hein, c'est logique. Et donc on parle du blush, vous savez, pour le maquillage ou ce genre de choses, on se met sur les joues, et bah du coup, ils en ont conclu que les poules pouvaient rougir comme ça, avoir un peu de blush sur les joues, lorsqu'il y avait certaines émotions, donc lorsqu'elles sont notamment excitées, ou lorsqu'au contraire, elles sont très énervées, très ennuyées, voire même un petit peu peureuses pour certaines fois. Au niveau des plumes, par contre, lorsque la poule a les plumes qui sont très très collées contre le corps et contre la tête, notamment, c'est que la poule est généralement un peu inquiète, voire même très très peureuse sur le moment. Et lorsque les plumes sont très relaxes, et voire même un petit peu fluff, donc un petit peu décollées du crâne en quelque sorte autour de la tête, au contraire, visiblement c'est plutôt associé avec un état de contentement, de bonheur en quelque sorte, donc une récompense, un machin comme ça. Donc là on a les plumes qui se soulèvent un petit peu. Et on dirait que la poule est beaucoup plus relaxe, voilà. Donc c'est assez amusant parce que c'est une expérience qui est tout à fait reproductible et qu'ils ont réussi à reproduire donc plusieurs fois sur toutes ces poules sans vraiment de problème. Donc évidemment il y en a qui manifestent plus ou moins d'émotions, hein, c'est logique, comme les humains, j'imagine. Mais en l'occurrence, voilà, on a des émotions qui peuvent se lire sur le visage des poules, c'est juste que nous, en tant que mammifères, on est incapable de les décoder, mais elles existent. Elles existent. Et donc pour tous ceux qui ont des oiseaux à la maison, observez bien votre oiseau et je suis sûre que vous-même, après un certain temps passé avec lui, vous serez capable de décoder différentes émotions sur votre oiseau, rien qu'en le regardant. Incroyable. Voilà. Non, alors, je disais, on était capable, dans un précédent épisode, on avait parlé de comprendre les poules. Ce qu'elles disaient. Maintenant, on est capable de comprendre leurs émotions. Ça va loin, ce qu'elles montrent. Incroyable. Attention, le langage corporel des poules. Et alors, c'est pas seulement chez les poules, évidemment, que ce genre de choses se produit. Il y a un oiseau, particulièrement, qui m'a toujours impressionné sur sa capacité à changer de couleur lorsqu'il était énervé ou excité. C'est un rapace
africain qui s'appelle le gymnogène d'Afrique. Okay. Alors c'est un rapace qui est très particulier parce qu'il a une coloration qui le différencie bien des autres rapaces, vous pouvez pas vous tromper, hein. C'est quelque chose qui est facile à noter. Donc c'est un oiseau qui est quasiment entièrement gris, à part le bout des ailes et la queue qui vont être noir foncé, noir profond, hein, vraiment, avec une barre grise sur la queue. Les pattes sont jaunes pétants et la face est aussi jaune pétante et le bout du bec est tout noir. Donc on est vraiment sur un oiseau qui a vraiment une coloration particulière, hein. Vous le voyez, vous pouvez pas vous tromper. De toute façon, c'est lui. Mais alors ce qui est super intéressant avec cet oiseau-là, c'est que cette face jaune est capable de changer de couleur, mais en quelques secondes. Et de changer de couleur, mais pour passer du jaune au rouge, mais cramoisi littéralement, je l'ai vu quand on était en zoo, on avait ce genre d'oiseau, on avait notamment un couple qui s'était reproduit d'ailleurs, et lorsque les animaux étaient excités, mettons que c'était lors de la nourriture par exemple, on venait pour leur donner à manger, ils devenaient, mais la coloration était rouge, pétant sur la face, vraiment, il y avait une différence très très nette, et ça se passait en même pas quelques secondes, c'était extrêmement rapide. Et pareil, ça décroît très rapidement aussi, ça redevient jaune lorsque l'oiseau est plus dans un état de repos, où bon, il est plus tranquille, y a pas grand chose qui l'énerve à ce moment-là. Voilà. Est-ce que ce serait le même mécanisme que les caméléons, du coup? Alors bon, on est sur des plumes, donc forcément, c'est pas forcément le même mécanisme, mais est-ce qu'on serait sur quelque chose qui serait similaire? Alors je sais pas exactement, parce que là c'est vraiment... Les caméléons, je suis pas... C'est pas exactement les vaisseaux sanguins, je crois, qui font changer de couleur, c'est vraiment des choses dans les cellules elles-mêmes, il me semble Il me semble qu'il y a toute une histoire de réflexion de la lumière et de petits diamants. C'est ça. Je sais plus. Il me semble, ouais, que du coup c'est les cellules elles-mêmes qui ont certains types de pigments qui vont du coup changer, mais là pour le gymnogène, c'est pas du tout ça, c'est juste le sang en fait qui arrive à la face et qui va vraiment colorer la face de rouge, voilà, comme le sang. Et en fonction de l'irrigation, vous allez avoir une couleur plus ou moins intense, qui est jaune vraiment à la base. Donc c'est des petits capillaires sanguins qui vont être présents juste sous la peau, qui vont donner cette coloration assez incroyable. Intéressant. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur un pigment, hein. C'est pas des plumes, c'est vraiment des zones de peau nue, donc on n'est pas du tout sur un pigment de la peau, on est juste sur du sang, tout simplement. Parce que oui, du coup les caméléons changent de couleur non pas pour s'adapter à leur environnement, mais pour délivrer des émotions. Oui. Ce qui est souvent un lieu commun du fait que le caméléon change de couleur. Même si ça donne des trucs parfois très 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 sympathiques, mais non, c'est une idée reçue. T'as déjà tenu un caméléon Pas du tout. Pas du tout. Mais toi, à mon avis, oui. Quelques-uns. Ok. Alors, juste pour ceux qui ont... Raconte-nous. Ouais, c'est très marrant, comme c'est surtout les pattes qui sont marrantes, en fait. Ok. Donc, tu sais, il y a les doigts qui sont fusionnés, en fait, et ça fait des sortes de pinces. C'est très amusant. Donc t'as 3 doigts d'un côté, 2 de l'autre, et ça te pince un peu quand ça monte sur ton bras, c'est assez drôle. Et par contre, pour ceux qui ont des caméléons à la maison, petit truc, petite astuce, si vous voulez pas lui faire très très mal, ne le prenez jamais par la cage thoracique. Les côtes sont extrêmement fines, extrêmement friables, extrêmement fragiles. Si jamais vous le prenez par là et que par exemple vous voulez le retirer de votre bras pour le mettre sur une branche ou n'importe, surtout, laissez-le monter sur votre main ou sur votre branche de lui-même, ne tirez pas dessus en prenant par-dessous le corps en vous disant je vais faire comme je prends mon chat par en dessous, là, non, vous allez juste lui briser les côtes et lui percer les poumons. Et là, voilà. Donc voilà. C'est juste une petite note comme ça. Non mais très important pour les possesseurs de caméléons, il y en a peut-être qui nous écoutent. Moi je voulais revenir sur notre oiseau. Parce qu'on a parlé d'UV tout à l'heure, oui. Est-ce que du coup on pourrait voir davantage d'émotions avec les ultraviolets? Est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits là-dessus? Alors pas à ma connaissance, par contre comme les oiseaux utilisent beaucoup les plumes comme signaux, avec notamment des marquages ultraviolets sur ces plumes-là pour signaler des trucs à d'autres oiseaux, pour moi ça fait partie du message qui se passent les uns les autres, et ça fait partie du langage corporel en quelque sorte. Donc ça fait partie des émotions aussi, ces messages-là. Et notamment la manière dont ils ouvrent les ailes, par exemple, pour révéler ou non certaines zones de plumes, ou la manière dont le grand-duc d'Europe, par exemple, fait son ouh et ouvre les plumes de la gorge, par exemple, pour montrer cette zone qui nous apparaît blanche, mais qui est en fait assez visible aux ultraviolets aussi.
juste en dessous du cou, c'est aussi un signal, et ça fait partie du langage corporel. Voilà. Incroyable. Non seulement maintenant on sait les émotions des poules, et comme je l'ai dit précédemment, on est capable de comprendre ce qu'elles disent. Prochainement, les poules dominent le monde et assujettissent les humains. Et ça, c'est incroyable. Poule for the win. C'est sur cette révélation fracassante qui, je suis sûr, va se produire un jour, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Sophie pour cet épisode. On te retrouve où, Sophie ? Eh bien, on me retrouve sur Twitter, @leplumeux. Bon, je poste pas grand chose en ce moment, mais on me retrouve aussi sur Stop Science, sur la chaîne YouTube, donc, avec Julien, mon partenaire de la chaîne. Voilà. Et aussi sur Instagram, @leplumeux. Oui. Et nous, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Pour écouter les précédents épisodes, ça se fait sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas évidemment à partager l'émission ou les émissions, ou même le concept de l'émission s'il vous a plu. Et rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.